Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très intéressant. Maintenant, pour être honnête, nous n'aimons pas vraiment parler de politique sur cette chaîne et nous prévoyons de continuer comme ça. Mais cette vidéo n'a rien à voir avec les événements récents. Mais avec les élections aux États-Unis, j'ai pensé que ça serait cool d'explorer l'histoire cachée de la politique américaine. Bienvenue sur Mind Unveiled. Nous allons donc explorer le sujet d'un point de vue historique, car cela peut donner un aperçu de certaines des choses qui se produisent aujourd'hui. Alors que beaucoup se retrouvent complètement polarisés d'un côté ou de l'autre, s'engageant dans ce grand spectacle public, nous sommes nourris de cette idée que nous, le peuple, avons réellement le choix de nos dirigeants, et que quelqu'un va nous sauver des élites. Et il n'est pas nécessaire que ce soit une pilule noire pour suggérer que tout est mis en scène ou planifié. Cela semble déprimant, mais c'est seulement lorsque nous nous séparons des médias, indépendamment de leur courant dominant ou de leur position, que nous pouvons commencer à voir ce qui se passe aujourd'hui. Et cela dure depuis très longtemps. Je veux dire, réfléchissez-y vraiment. Pourquoi pensez-vous qu'il n'y a que deux partis dominants, aux États-Unis notamment? Vous êtes soit démocrate, soit républicain. Et en France, vous êtes soit à gauche, soit à droite. Mais saviez-vous que les démocrates et les républicains étaient un seul parti fusionné? Nous connaissons tous le dicton « deux ailes du même oiseau ». Et il y a une part de vérité là-dedans. Mais cela va encore plus loin si vous suggérez que ces partis sont contrôlés par les mêmes personnes de nos jours. Vous êtes généralement étiqueté comme un théoricien du complot et vous êtes fou de croire en une certaine cabale obscure qui tire toutes les ficelles. C'est carrément devenu un mème. Des Illuminati ou les francs-maçons contrôlent tout. Généralement, ça se traduit par des rires et des moqueries de la part de ceux qui sont complètement absorbés par le récit dominant. Mais d'où pensez-vous que ces idées viennent? Cela vous surprend de savoir que le tout premier vrai parti politique, techniquement, celui ayant eu la première vraie plateforme, était en fait le parti anti-maçonnique. C'est un fait historique et cette histoire est généralement balayée sous le tapis et peu de gens en sont conscients, à moins que vous ayez étudié en profondeur la politique. Et même alors, ce n'est qu'une note de bas de page. Cette histoire est très surprenante car elle met en lumière les débuts de la politique en Amérique et l'origine de toutes ces théories du complot qui ne sont pas des complots. Ce sont de véritables préoccupations des élites et des entreprises influençant ce que nous croyons être une démocratie. Ce n'est pas nouveau, et c'était littéralement la plateforme du premier vrai parti politique. Techniquement, c'est le troisième parti politique. Mais comme nous le verrons, les deux premiers n'avaient pas vraiment de programme électoral. Ils étaient simplement fédéralistes ou anti-fédéralistes, pour un pouvoir centralisé ou pour un pouvoir partagé entre les États. Mais ils n'avaient pas de véritable message ni de valeur globale en dehors de cela. Afin de comprendre cela, plongeons profondément dans l'histoire mystérieuse de la politique aux États-Unis. Et voyons s'il y a une quelconque substance à cette idée que la politique moderne n'est qu'un spectacle de marionnettes. Origine des partis politiques. Dans le monde antique, la politique façonnait déjà les sociétés et divisait les gens en factions à Rome. La lutte entre les popularis et les optimatus reflétait les tensions entre les gens ordinaires et les aristocrates. Jules César, un leader popularis basé sur les conservateurs sénatoriaux comme Caton le Jeune. Cette rivalité a finalement abouti à une guerre civile avec l'assassinat de César, marquant un moment charnière dans l'histoire politique romaine. La Grèce antique, dont nous avons dit qu'elle est le berceau de la démocratie, a vu ses propres divisions politiques. À Athènes, les citoyens pouvaient s'aligner sur des dirigeants comme Périclès, qui faisaient des réformes démocratiques, ou des factions plus conservatrices qui préféraient l'oligarchie. Les cités grecques ont fait des expériences politiques, de la démocratie athénienne au militarisme spartiate, et ont jeté les bases de nombreux concepts politiques avec lesquels nous sommes encore aux prises aujourd'hui. De même qu'en Italie médiévale, vous vous retrouveriez au milieu de conflits entre les Guelfes pour le pape et les Gibelins contre le pape. C'était un réseau complexe de tensions politiques, économiques et religieuses qui divisait les villes et les familles. Les Guelfes soutenaient généralement le pape, tandis que les Gibelins s'appuyaient sur l'empereur romain germanique. Ce conflit a façonné la politique italienne pendant des siècles, influençant tout l'urbanisme jusqu'au mécénat artistique. Mais qu'est-ce que la politique exactement ? La politique est l'art et la science de gouverner. Cela implique de prendre des décisions qui s'appliquent aux membres d'un groupe, qu'il s'agisse d'une ville ou d'une nation entière. Il s'agit de la manière dont le pouvoir est distribué, de la répartition des ressources et de la manière dont les intérêts conflictuels sont gérés.
La transition des systèmes politiques anciens et médiévaux vers les systèmes modernes a été un processus graduel déclenché par d'importants changements socio-économiques et philosophiques. La Renaissance, au siècle des Lumières, a joué un rôle crucial dans cette évolution. Alors que la féodalité déclinait et que le commerce se développait, une nouvelle classe marchande est apparue en remettant en question les structures de pouvoir traditionnelles de la monarchie et de l'aristocratie. Maintenant, bien sûr, c'est l'histoire qu'on nous raconte sur la façon dont l'homme ordinaire a défié les structures de pouvoir dominantes. Les penseurs des Lumières comme Montesquieu et Rousseau ont proposé de nouvelles idées sur les droits individuels, le gouvernement et dans le domaine social. Ces idées se sont répandues dans les livres, les salons et les universités, influençant une génération d'activistes politiques et de révolutionnaires. C'est dans ce contexte d'adéquation intellectuelle et de changement social que le paysage politique moderne de l'Europe a commencé à prendre forme au XVIIe et XVIIIe siècle. En Angleterre, la glorieuse révolution de 1688 a préparé le terrain pour un nouvel ordre politique. Deux factions principales ont émergé. Les Whigs, c'étaient les progressistes de leur époque. Ils voulaient limiter le pouvoir du roi. Ils soutenaient la monarchie constitutionnelle et croyaient que le Parlement devrait avoir le dessus. Les Whigs ont attiré le soutien de la classe moyenne émergente, les religieux centrés et les aristocrates réformateurs. Puis, vous avez les conservateurs, les Tories, les traditionalistes qui ont soutenu la monarchie, essentiellement le fan club du roi. Ils ont favorisé l'ordre établi dans un rôle plus fort pour le monarque. Les conservateurs représentaient généralement les intérêts de la noblesse de l'Église anglicane. Ces factions allaient devenir les premiers partis politiques modernes de Grande-Bretagne, créant un précédent en matière de politique d'opposition qui influencera les démocraties du monde entier. Tandis que la France était sur le point de connaître un bouleversement politique qui bouleversera l'Europe. La Révolution française de 1789 a apporté de nouvelles idées radicales sur l'égalité des citoyens et le rôle du gouvernement. Au fur et à mesure que la Révolution progressait, deux factions clés ont émergé. Les Jacobins, c'étaient les évolutionnistes inconditionnels, un groupe de philosophes en colère avec des fourches, dirigés par Maximilien Robespierre. Ils ont poussé à un changement radical et n'avaient pas peur d'utiliser la violence pour atteindre leurs objectifs. Les Jacobins prônaient une république fortement centralisée, le suffrage universel masculin et le démantèlement complet de l'ancien ordre féodal. Puis vous avez les Girondins, le groupe plus modéré. Ils voulaient la révolution, mais peut-être avec un peu moins de tête coupée. Soutenant initialement une monarchie constitutionnelle, ils ont ensuite soutenu une république fédérale. Les Girondins, avec des personnalités comme Jacques-Pierre Rousseau, représentaient les intérêts de la France provinciale et se méfiaient du radicalisme centré sur Paris. L'affrontement entre les factions conduira au tristement célèbre règne de la terreur, démontrant la nature volatile de la politique révolutionnaire. Il est crucial de comprendre que ces factions politiques n'étaient pas des partis démocrates tels que nous les connaissons aujourd'hui, mais plutôt des manifestations de rivalité familiale et de lutte de pouvoir entre les classes supérieures. Le peuple avait peu de poids direct dans ces conflits, qu'il s'agisse du Guelfe ou des Gibelins de l'Italie médiévale, ou les Whigs et les Tories conservateurs de l'Angleterre du XVIIe siècle. Ces groupes représentaient des intérêts concurrents avec la noblesse, les riches propriétaires fonciers et des classes marchandes émergentes. Alors qu'ils prétendaient parfois défendre des causes plus larges, en leur sein, ces factions se battaient pour savoir quel groupe d'élite détiendrait le pouvoir. L'idée d'une participation politique de masse était encore loin de plusieurs siècles. Ces développements politiques européens allaient fortement influencer la formation de partis politiques aux États-Unis. Les pères fondateurs américains, bien versés dans la philosophie des Lumières et parfaitement conscients des luttes politiques européennes, cherchaient à créer un système qui empêcherait les excès qu'ils avaient vus de l'autre côté de l'Atlantique, tout en garantissant un gouvernement sensible à la volonté du peuple. Du moins, c'est ce qu'on nous dit. Car à mesure que nous approfondissons ces factions contrôlées par l'élite, un lien intrigant émerge avec la montée de la franc-maçonnerie. La première grande loge d'Angleterre a été créée en 1717 à l'apogée des rivalités entre les Whigs et les conservateurs. De nombreux Whigs éminents étaient des francs-maçons, dont Sir Robert Walpole, souvent considéré comme le premier ministre britannique. Certains historiens suggèrent que les Whigs, avec l'accent mis sur le progrès et la réforme, s'alignaient plus étroitement sur les principes maçonniques d'illumination et de fraternité. En France, les loges maçonniques sont devenues des espoirs de pensée révolutionnaire attirant des intellectuels qui joueront plus tard un rôle clé dans la Révolution française.
Les Jacobins en particulier ont été liés à la franc-maçonnerie. On nous dit que le bonnet phrygien n'était qu'un bonnet de liberté, pourtant ses racines occultes sont profondes. Il a été associé à des sociétés secrètes depuis l'Antiquité. Les Jacobins pourraient bien être l'acte final d'un complot de plusieurs siècles visant à renverser l'ordre ancien. Selon l'abbé Augustin Baruel, un prêtre jésuite français, les Jacobins étaient bien plus qu'un simple club politique radical. Il prétend que les Jacobins étaient le point culminant d'une vaste conspiration complexe impliquant les philosophes francs-maçons et l'ordre mystérieux des Illuminati. Une toile d'araignée de sociétés secrètes et d'agendas cachés, tous convergeant vers le club jacobin et le pari révolutionnaire. Baruel a soutenu que les Jacobins étaient essentiellement une façade pour cette grande coalition de conspirateurs. Ils étaient les adeptes de l'impiété, les adeptes de la rébellion et les adeptes de l'anarchie, tous réunis en un seul. Les Jacobins étaient le muscle qui a finalement mis en œuvre les rêves maléfiques des philosophes et des sociétés secrètes. Tandis que Voltaire et Rousseau jetaient les bases intellectuelles et que les francs-maçons et les Illuminati travaillaient dans les coulisses, les Jacobins ont pris le devant de la scène pour faire tomber la monarchie dans l'Église, d'une manière spectaculairement sanglante. Mais le fait est que Baruel a affirmé que les Jacobins utilisaient la même structure hiérarchique secrète que les francs-maçons et les Illuminati. Le club des Jacobins n'a-t-il été qu'une autre loge dans cette vaste conspiration, cachée à la vue de tous ? Maximilien Robespierre, le tristement célèbre chef des Jacobins, a été suggéré comme étant un franc-maçon. Les preuves concrètes de son appartenance maçonnique restent cependant insaisissables. De nombreux chercheurs soulignent les liens circonstanciels convaincants entre Robespierre et la franc-maçonnerie. L'un des liens les plus intrigants est l'établissement par Robespierre du culte de l'être suprême. Ce système de croyance théiste, qui est brièvement devenu la religion d'État pendant la Révolution française, incorpore un symbolisme qui présente des similitudes frappantes avec l'imagerie maçonnique. De plus, la structure même et les rituels du culte de l'être suprême semblent faire écho aux pratiques maçonniques. L'accent mis sur la raison, la vertu et l'architecte suprême de l'univers s'aligne étroitement sur la philosophie maçonnique. Certains historiens soutiennent que Robespierre a peut-être tenté de créer une version publique des idéaux maçonniques à travers ce nouveau culte. L'idéologie politique de Robespierre, son approche de la gouvernance et même son style de la rhétorique portent les marques de l'influence maçonnique. Le secret qui entoure la vie personnelle de Robespierre et la destruction de nombreux documents lors de la réaction thermidorienne n'ont fait qu'alimenter les spéculations. Le célèbre slogan des Jacobins « Liberté, égalité, fraternité » prend alors un sens sinistre. S'agirait-il d'un code maçonnique caché au cœur de la Révolution française ? Alors que les historiens traditionnels pourraient se moquer de ces idées, le travail de Baruel nous invite à regarder sous la surface de la Révolution française. Les Jacobins étaient-ils vraiment les maîtres des marionnettes ou étaient-ils eux-mêmes les marionnettes d'un jeu qui se jouait depuis des décennies, voire des siècles ? Bien que l'influence exacte de la franc-maçonnerie sur ces mouvements politiques soit débattue et souvent entourée de secrets, le chevauchement entre l'appartenance politique et l'appartenance maçonnique est indéniable. Alors que nous nous penchons sur la formation des premiers partis politiques américains, il est essentiel d'examiner comment ces traditions politiques et fraternelles européennes, y compris les éventuelles influences maçonniques, ont pu façonner la pensée des pères fondateurs de l'Amérique, dont beaucoup étaient des francs-maçons connus. Alors que les expériences politiques européennes touchaient à leur fin, les pères fondateurs américains prenaient des notes. Et ils ont choisi les meilleures idées. La séparation des pouvoirs de Montesquieu, les freins et contrepoids du Parlement britannique et le concept de parti opposé. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont mélangé les principes maçonniques de fraternité et d'éveil, saupoudré d'esprit révolutionnaire à la jacobin et couronné le tout d'une bonne dose d'individualisme robuste et de méfiance à l'égard du pouvoir centralisé. Le résultat est un système politique d'apparence tout à fait américaine, mais avec un sentiment européen. Certes, on nous dit qu'il s'agit d'une république soigneusement équilibrée, mêlant le pouvoir de l'élite à la voix de l'homme de la rue. Mais si les pères fondateurs ne s'étaient pas seulement inspirés des idées européennes, et s'ils avaient en fait apporté les mêmes poignées de main secrètes et les mêmes accords à huis clos que ceux qui régissaient l'Europe, pensez-y, la franc-maçonnerie, les clubs secrets, les idées révolutionnaires, cela n'est pas resté de l'autre côté de l'étang. Ils ont sauté sur les mêmes bateaux que les fondateurs portant des perruques poudrées.
Nous devons donc nous poser la question, ont-ils vraiment créé ce nouveau système à partir de rien? Ou ont-ils simplement préparé la table pour les mêmes acteurs du pouvoir, mais avec un nouveau menu? Premier parti politique aux États-Unis. Ce n'est un secret pour personne que nombre des pères fondateurs étaient des francs-maçons. Mais quelle était exactement la profondeur de cette influence? Tout d'abord, George Washington, le premier président franc-maçon. Il a été initié en 1752 et a même posé la première pierre du Capitole des États-Unis en tenue maçonnique. Washington a invoqué un grand esprit dans le ciel lorsqu'il a fondé la ville qui porterait son nom. En deux, nous avons Benjamin Franklin, pas seulement un cerf-volant, même si cette peinture a un symbolisme franc-maçon, mais il était un grand maître maçon qui a aidé à rédiger les constitutions des francs-maçons. Oh, mais au fait, c'était quoi ces cadavres qu'on a retrouvés dans son sous-sol? Puis nous avons John Hancock, qui a probablement pratiqué sa signature lors de réunions maçonniques. Paul Revere, lorsqu'il ne mettait pas en garde contre les Britanniques, il était grand maître de la Grande Loge du Massachusetts. John Paul Jones, le père de la marine américaine, élevait des voiles, mais aussi des degrés maçonniques. Lafayette, ce héros français de la Révolution américaine, a probablement été initié par nul autre que George Washington lui-même. Il s'intéressait également au mesmérisme et l'a fait découvrir à George Washington. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il y a tellement de francs-maçons remarquables de cette époque, sans compter ceux qui ont gardé leur affiliation secrète. L'influence maçonnique est partout, dans notre histoire et dans nos monuments. Pourquoi le Washington Monument est-il un obélisque, un symbole maçonnique géant au cœur de Washington? Pourquoi le grand sceau des États-Unis représente-t-il un œil qui voit tout au-dessus de la pyramide? Des symboles maçonniques à la vue de tous. C'est littéralement ce que sont tous les sceaux des États des États-Unis. Regardez de plus près et vous verrez qu'il s'agit d'une imagerie maçonnique, des équerres et des compas aux colonnes et aux yeux qui voient tout. C'est un code secret caché à la vue de tous dans tout le pays. Commençons donc par les premiers partis politiques aux États-Unis. Nous sommes en 1787 et les pères fondateurs sont réunis autour d'une table, un peu comme lors d'un dîner de Thanksgiving très tendu. Mais sous la table, beaucoup d'entre eux portent leur tablier maçonnique. D'un côté, nous avons les fédéralistes. Leur joueur vedette est Alexander Hamilton, le type qui parle toujours des banques et qui n'hésite pas à tenter sa chance. Les historiens insistent sur le fait qu'il n'était pas franc-maçon, mais des preuves montrent qu'il visitait des loges maçonniques, ce que seuls les membres pouvaient faire. Curieusement, même s'il était apparemment marié, il vivait sous l'emprise d'une forte attirance pour d'autres hommes. Je me demande ce que cela signifie. Apparemment, beaucoup de pères fondateurs avaient une forte attirance pour les hommes. Même George Washington, ce qui n'est pas surprenant si l'on connaît certains des rituels secrets des francs-maçons du XVIIIe siècle. Il y a aussi John Adams, souvent dépeint comme un homme de tête et d'opinion. Fait amusant, les historiens suggèrent à nouveau qu'il n'était pas franc-maçon. Pourtant, John Adams était en fait un franc-maçon membre de la Grande Loge St. John's à Boston, Massachusetts. De l'autre côté, nous avons les antifédéralistes. Il y a Thomas Jefferson. Bien que les historiens rejettent souvent les allégations d'appartenance maçonnique de Thomas Jefferson, ses relations avec les sociétés secrètes sont plus complexes qu'il n'y paraît. Jefferson était un membre confirmé de la mystérieuse FHC au William and Mary College, un groupe si secret que son nom complet reste inconnu. Curieusement, il a montré un vif intérêt pour les Illuminati, défendant leur fondateur Adam Weishaupt dans une lettre dressée à l'évêque James Madison. Jefferson a même établi des parallèles entre les objectifs des Illuminati et ceux de Jésus-Christ, qui suggèrent une compréhension plus profonde des philosophies ésotériques. En outre, ses plans pour l'Université de Virginie incorporent un symbolisme qui semble être ouvertement maçonnique. Et puis il y a James Madison, souvent appelé le père de la Constitution, qui est un autre père fondateur dont les historiens disent qu'il n'a pas d'affiliation maçonnique. Bien qu'il n'ait pas été officiellement répertorié comme franc-maçon, des preuves alléchantes suggèrent le contraire. John Francis Mercer, gouverneur de Maryland, a félicité Madison d'être devenu un franc-maçon dans une lettre de 1795. John Dove, un des premiers grands secrétaires de la Grande Loge de Virginie, a affirmé que Madison était l'un des premiers fondateurs de la Hiram Lodge 59 en 1800.
Curieusement, Madison a participé à des processions maçonniques et a assisté à des cérémonies de pose de pierre angulaire organisées avec tous les honneurs maçonniques. La perte de nombreux registres de loges de cette période rend cette information encore plus suspecte. Ok, donc nous avons les fédéralistes et les anti-fédéralistes. Mais globalement, ils sont tous francs-maçons. Les fédéralistes disaient en gros « Nous avons besoin d'un gouvernement central fort pour garder ce pays uni. » Et les anti-fédéralistes disaient « Oh non, pas un gros gouvernement. Les États devraient prendre les décisions. » Mais j'ai une idée. Était-il vraiment contre la centralisation ou voulait-il simplement un ordre différent? Ils se battaient essentiellement pour savoir qui serait le capitaine de l'équipe du nouveau pays, tout en jouant selon les règles qu'ils avaient peut-être apprises dans le pavillon. Cette rivalité a finalement donné naissance au premier parti politique officiel de l'Amérique. D'un côté, il y a le Parti fédéraliste. Leur devise aurait pu être « Faites-nous confiance, nous savons ce qui est le mieux pour le pays ». Parce qu'ils l'ont appris dans leurs réunions secrètes peut-être. Parmi leurs loisirs préférés, il y a créer une banque nationale, fréquenter des gens riches et porter des perruques poudrées. Oh, et bien sûr tenir des réunions de loge. De l'autre côté, il y a le Parti démocrate républicain. À l'époque, il était connu sous le nom de Parti républicain, mais il ne faut pas le confondre avec les républicains actuels. Le Parti démocrate républicain était une entité unique qui s'est ensuite scindée en deux partis, le Parti démocrate et le Parti républicain actuel, mais pas directement. La devise du Parti démocrate républicain était « le pouvoir au peuple et aux États ». Mais quel peuple? Les initiés peut-être? Ces derniers aimaient faire l'éloge des fermiers, critiquer les Britanniques et utiliser les réseaux maçonniques pour diffuser leurs messages. L'Amérique a apparemment commencé par essayer d'éviter les partis politiques, mais elle a fini par créer un système biparti en peu de temps. On dirait qu'ils ont intentionnellement inventé le drame politique et nous le regardons en boucle depuis. L'ère des bons sentiments. Il est intéressant de noter que l'ère des bons sentiments tourne autour de la guerre de 1812, qui semble être le point de départ d'une grande remise à zéro aux États-Unis. Ce conflit, souvent négligé dans nos livres d'histoire, a peut-être été plus déterminant qu'on ne le croit. Après la guerre de 1812, le Parti fédéraliste, le premier parti politique d'élite, s'est soudainement effondré. Mais pourquoi? À première vue, on nous dit que c'est à cause de leur opposition à la guerre qui les a fait passer pour des antipatriotes. Mais l'histoire pourrait-elle être plus complexe? La guerre de 1812 a vu l'incendie de Washington DC, y compris la Maison-Blanche et le Capitole. Après la guerre, on assiste à un déclin rapide des fédéralistes et à une montée de l'influence maçonnique dans les efforts de reconstruction. Est-ce une simple coïncidence si de nombreux architectes et planificateurs impliqués dans la reconstruction étaient francs-maçons? De plus, la fin de la guerre marque le début d'une nouvelle ère économique avec la création de la deuxième banque des États-Unis en 1816. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Les fédéralistes, menés par Alexander Hamilton, avaient à l'origine défendu l'idée d'une banque centrale forte. Ils ont créé la première banque des États-Unis en 1791. Les démocrates républicains, quant à eux, se sont d'abord opposés à cette idée, la considérant comme anticonstitutionnelle et comme une menace pour les droits des États. Mais après la guerre de 1812, une chose étrange s'est produite. Les démocrates républicains, qui contrôlaient le Congrès et la présidence de James Madison, oui, le même parti qui s'était opposé à la Banque centrale, eh bien, ils ont créé la deuxième banque des États-Unis. C'était comme si les démocrates républicains avaient adopté une politique fédéraliste clé au moment même où le Parti fédéraliste lui-même tombait dans l'oubli. La question se pose donc de savoir qui avait réellement intérêt à ce nouvel ordre financier. Ce changement était-il le résultat d'un pragmatisme de guerre ou des forces invisibles étaient-elles à l'œuvre, manipulant les deux partis pour servir un agenda caché? En 1816, le Parti fédéraliste ne pouvait même pas présenter de candidat à la présidence. S'agissait-il d'une simple impopularité politique ou avaient-ils atteint leur objectif en introduisant le concept de banque centrale, avant d'être écartés une fois que les démocrates républicains se seraient ralliés à l'idée? La banque centrale était le gouvernement central. La véritable histoire du déclin du fédéralisme, du changement de cap entre les démocrates et les républicains en matière de politique bancaire et de l'ère des bons sentiments qui s'en est suivie, est peut-être cachée dans l'ombre des sociétés secrètes et des accords d'arrière-boutique.
Cette période pourrait-elle représenter non seulement un réalignement politique, mais aussi une consolidation du pouvoir des élites financières et des sociétés secrètes désormais capables d'influencer la politique, quel que soit le parti au pouvoir? Après la guerre de 1812, les fédéralistes et les démocrates républicains ont essentiellement fusionné, mettant fin au système du premier parti aux États-Unis. Lorsque le système du second parti a émergé entre 1824 et 1828, le Parti démocrate républicain s'est scindé en deux factions. La faction jacksonienne, qui a évolué vers le Parti démocrate moderne dans les années 1830, et la faction de Henry Clay, qui a ensuite été absorbée par le Parti Whig de Clay. Nous nous pencherons plus en détail sur ces nouveaux partis, mais il est essentiel de noter qu'avant que le second système de partis ne prenne pleinement forme, une autre entité politique importante a émergé. Entre le déclin du premier système de partis et la montée du second, un parti unique s'est formé, qui allait ébranler les fondements de la politique américaine. Le parti antimaçonnique. Le parti antimaçonnique est Aphrodite. Il est intéressant de noter que les francs-maçons modernes citent souvent cette période comme étant à l'origine de nombreuses théories de la conspiration selon lesquelles leur organisation contrôlerait secrètement le gouvernement. Le parti antimaçonnique, troisième parti politique américain, est sans doute le premier dont le programme allait au-delà du débat sur la centralisation et le pouvoir de l'État, a mis ses soupçons au premier plan du discours national. Leur méfiance à l'égard des francs-maçons était sans équivoque et constituait le cœur de leur identité politique. Cependant, le mouvement antimaçonnique lui-même n'était pas exempt de controverses et d'éléments suspects. Ce chapitre de l'histoire américaine marque un tournant crucial où les sociétés secrètes, le pouvoir politique et la paranoïa publique se sont croisés d'une manière qui allait façonner les théories de la conspiration pour les générations à venir. Tout cela a commencé, soi-disant, à cause de l'affaire Morgan. L'affaire Morgan de 1826 est un événement central qui a déclenché le mouvement antimaçonnique aux États-Unis. Au centre de cette affaire se trouvait William Morgan, un habitant de Batavia dans l'État de New York, dont la disparition et le meurtre présumé en 1826 ont déclenché un puissant mouvement contre les francs-maçons. Morgan avait annoncé son intention de publier un livre exposant les secrets de la franc-maçonnerie. Il allait publier un exposé intitulé Illustrations of Masonry, critiquant les francs-maçons et révélant en détail leurs cérémonies secrètes de passage de degrés. Il a ensuite été arrêté sur la base d'accusations forgées de toutes pièces. N'oublions pas que William Morgan était lui-même franc-maçon et qu'il était un ancien membre de la loge Eastern Star et qu'il avait même tenté de former un chapitre de Royal Arch à Batavia, mais que les maçons locaux l'avaient rejeté. C'est ce qui l'a poussé à riposter. Et il aurait menacé de dévoiler tous les secrets des francs-maçons. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il aurait ensuite collaboré avec un éditeur de journaux, David Miller, pour annoncer qu'il allait le faire. Ça semble un peu suspect. En effet, immédiatement après cette annonce, les francs-maçons prirent des mesures contre Morgan et Miller. Apparemment, ils ont tenté d'incendier le bureau de journal de Miller. Puis Morgan a été arrêté pour vol, ce qui, de l'avis général, a été inventé de toutes pièces. Le 11 septembre 1826, Morgan est arrêté pour le prétendu non-paiement d'un prêt et le prétendu vol d'une chemise et d'une cravate. Le 12 septembre 1826, Morgan est libéré de prison par deux hommes qui prétendent avoir payé sa dette. Il a été vu pour la dernière fois alors qu'on le forçait à monter dans une voiture. Malgré des recherches approfondies et une récompense substantielle offerte par le gouverneur Dwight Clinton, aucun corps n'a jamais été retrouvé. Et n'oubliez pas que le gouverneur Clinton était lui-même un grand maître maçon. L'affaire Morgan a déclenché un sentiment antimaçonnique généralisé qui a culminé avec la formation du parti antimaçonnique en 1828. Cette controverse, qui a duré près de 2 décennies jusqu'à la fin des années 1840, a été un facteur déterminant dans le déclin apparent de la franc-maçonnerie. Cependant, il est possible que cette période n'ait pas marqué un véritable déclin, mais plutôt un repli stratégique dans un plus grand secret. Les francs-maçons ont peut-être profité de cette période de turbulence pour se débarrasser de leurs stigmates passés et recalibrer leur image publique. Ça me rappelle quelque chose. Curieusement, malgré la disparition de Morgan, son exposé a été publié par Miller. Cela soulève des questions sur la véritable nature de l'incendie. S'agissait-il d'une véritable tentative de suppression
ou d'une manœuvre de relations publiques calculée, si le secret absolu était le but recherché, Miller aurait certainement été réduit au silence lui aussi. Il est essentiel de noter que le livre de Morgan ne dévoile que les 3 premiers degrés de la franc-maçonnerie, les degrés de la loge bleue. Ayant été rejeté du Royal Arch Degree, Morgan ne pouvait pas révéler les secrets les plus profonds de la franc-maçonnerie. Cette transparence sélective pourrait avoir été une décision stratégique permettant aux pratiques des degrés inférieurs d'être exposées pour dissiper les soupçons plus larges tout en protégeant les informations vraiment sensibles des degrés supérieurs. Cependant, même ces rituels de moindre importance sont étrangement incongrus par rapport aux personnalités publiques des politiciens et des élites qui y sont associés. Les pratiques décrites sont étranges et archaïques. On a des rituels d'initiation élaborés impliquant un bandeau sur les yeux, des objets symboliques et des serments solennels, des poignées de main secrètes, mots de passe et des gestes d'identification. Des reconstitutions ésotériques dramatiques comme le meurtre d'Hiram Abif. Un système de degrés à la complexité et au symbolisme croissant. L'accent est mis sur le secret des pratiques du groupe. Il y a un mélange d'éléments religieux et d'enseignements moraux, des références à l'histoire et à l'architecture antique, en particulier le temple de Salomon, des postures et mouvements physiques bizarres lors des cérémonies, des rôles et des titres anachroniques, et enfin un mélange de morale pratique, de symbolisme ésotérique et de mysticisme. Ces degrés de la loge bleue sont aujourd'hui relativement accessibles, ce qui conduit certains à considérer la franc-maçonnerie comme un simple club social bienveillant, axé sur l'amélioration de soi et la philanthropie. Toutefois, cette façade accessible peut servir à occulter les degrés supérieurs et les ordres exclusifs réservés à quelques privilégiés et protégés par un secret encore plus grand. La véritable nature et l'influence de la franc-maçonnerie peuvent se trouver dans ces échelons cachés, loin de l'attention du public. Le parti antimaçonnique est apparu comme la première opposition significative au parti démocrate d'Andrew Jackson, marquant un moment crucial dans l'histoire politique américaine. Premier tiers parti de l'histoire des États-Unis à contester sérieusement les élections à l'échelle nationale, il a ouvert la voie au futur mouvement politique. Au départ, les anti-maçons se positionnent comme l'antithèse des démocrates jacksoniens, perçus comme étroitement liés à la franc-maçonnerie. Cette position est d'autant plus intéressante que Jackson était lui-même un franc-maçon de premier plan. Le parti antimaçonnique a introduit plusieurs innovations politiques, notamment le concept de convention nationale de nomination, en organisant la première pour un candidat à la présidence en 1831. Si le parti antimaçonnique se concentre initialement sur l'opposition à la franc-maçonnerie, il élargit rapidement son programme à d'autres questions de réforme, ce qui lui permet d'élargir son audience. À première vue, ce conflit a été présenté comme une lutte entre l'homme de la rue et l'élite. Mais est-ce vraiment le cas? L'idée que les anti-maçons représentaient véritablement l'homme de la rue contre l'élite est pour le moins discutable. En réalité, de nombreux dirigeants anti-maçonniques faisaient eux-mêmes partie de l'élite sociale et politique. De plus, la transition du parti vers le parti Whig, qui comptait de nombreux francs-maçons dans ses rangs, suggère que la position anti-maçonnique relevait davantage d'une stratégie politique que d'un véritable clivage idéologique. Cette transformation du parti anti-maçonnique en parti Whig est essentielle pour comprendre l'évolution des partis politiques américains. Les anti-maçons devinrent les Whigs, qui devinrent plus tard les républicains. Cette transition s'est produite au milieu des années 1830, alors que le parti anti-maçonnique commençait soi-disant à perdre du terrain. Plusieurs leaders anti-maçonniques de premier plan ont joué un rôle clé dans cette fusion. William H. Seward, ancien gouverneur anti-maçonnique de New York, est devenu un Whig de premier plan, puis un républicain. Thaddeus Stevens, un anti-maçon convaincu de Pennsylvanie, est passé au parti Whig et est devenu par la suite un dirigeant républicain. Millard Fillmore, qui a commencé sa carrière politique en tant qu'anti-maçon, est devenu un Whig et plus tard le 13e président des États-Unis. John Quincy Adams, qui n'était pas à l'origine un anti-maçon, s'est allié au parti et est ensuite devenu une figure clé du parti Whig. William Wirt, candidat anti-maçonnique à la présidence en 1832, s'est ensuite aligné sur les Whigs. Le parti Whig est né d'une coalition d'anti-maçons, de républicains nationaux et d'autres groupes opposés à la politique d'Andrew Jackson.
Cette fusion a permis aux anciens anti-maçons d'élargir leur influence politique au-delà de la seule question de l'opposition à la franc-maçonnerie. Donc il y a d'abord eu les anti-maçons contre les démocrates, ou en gros les anti-maçons contre les francs-maçons. Puis les anti-maçons sont devenus les Whigs, qui ont fini par évoluer vers le Parti républicain, tandis que les francs-maçons ont été principalement associés aux démocrates. Cependant, cela ne veut pas dire que les Whigs étaient toujours anti-maçons. En fait, la position anti-maçonnique semble avoir été davantage une stratégie politique qu'une véritable position idéologique. Après avoir rejoint le parti Whig, les deux grands partis ont été influencés de manière significative par les francs-maçons. Parmi les francs-maçons Whig notables, on peut citer William Henry Harrison, 9e président des États-Unis, John Tyler, 10e président des États-Unis, Millard Fillmore, 13e président des États-Unis, Henry Clay, sénateur et secrétaire d'État, Daniel Webster, sénateur et secrétaire d'État, Winfield Scott, général et candidat à la présidence. La franc-maçonnerie était profondément ancrée dans le parti Whig, malgré ses origines anti-maçonniques. La présence d'éminents francs-maçons dans les deux grands partis suggère que le mouvement anti-maçonnique initial relevait davantage de la manœuvre politique que d'une véritable opposition à l'influence maçonnique. En fait, la charade anti-maçonnique n'était qu'une façade et l'influence sous-jacente de la franc-maçonnerie est restée constante, transcendant les lignes de parti et façonnant la politique américaine d'une manière qui n'était pas toujours apparente pour le grand public. En substance, l'origine des conspirations franc-maçonnes en Amérique peut être retracée jusqu'au parti anti-maçonnique. Les francs-maçons modernes rejettent souvent la multitude de fuites de rituels du XIXe siècle comme de la simple propagande anti-maçonnique. Cependant, ce qui est rarement discuté, c'est le fait que le mouvement anti-maçonnique lui-même a été ironiquement initié par les francs-maçons. Ça aussi, ça me rappelle un peu quelque chose. Le parti anti-maçonnique a servi de couverture intelligente, un moyen de contrôler et de contenir les conspirations émergentes. Lorsque d'anciens francs-maçons ont commencé à révéler les secrets des loges, la création de ce parti a permis aux francs-maçons de gérer le récit. Il a donné l'illusion que les citoyens pouvaient voter pour des élites qui s'opposaient, alors qu'en réalité, ces opposants faisaient partie du système même qu'ils prétendaient combattre. L'échec inévitable des anti-maçonniques à acquérir un pouvoir significatif était rétrospectivement une conclusion inévitable. Après tout, comment une nation fondée par des élites franc-maçonnes pourrait-elle réellement permettre à un groupe anti-franc-maçon d'accéder au pouvoir? Il s'agit en fait d'un exemple magistral d'opposition contrôlée. L'objectif ultime était de reléguer toutes les informations et accusations divulguées dans le domaine de la conspiration afin de les discréditer. Cette stratégie a jeté les bases de ce que nous appelons aujourd'hui les théories du complot aux États-Unis, en particulier le concept d'une cabale de l'ombre contrôlant les événements en coulisses. Dans cette optique, le mouvement anti-maçonnique apparaît moins comme une véritable opposition que comme un stratagème sophistiqué visant à façonner la perception du public et à contrôler l'histoire des sociétés secrètes en Amérique. C'est un témoignage des moyens complexes par lesquels les structures de pouvoir peuvent manipuler le discours politique et l'opinion publique. C'est ici que les choses deviennent vraiment bizarres. Il existe en effet un livre publié en 1895 qui s'inspire de l'affaire Morgan et qui pourrait révéler des vérités cachées sur toute cette affaire. Ce livre de fantaisie, entre guillemets, s'appelle « Et t'y dors pas ». Je suis presque sûre que celui qui l'a écrit était sous l'emprise de drogues sérieuses, comme beaucoup d'autres l'ont conclu. C'est une histoire bizarre, mais il ne s'agit pas d'un roman de science-fiction ou de fantaisie typique. Il s'agit plutôt d'un roman occulte que l'auteur présente comme s'il s'agissait d'un événement réel. Tout d'abord, Et t'y dors pas et Aphrodite, éplé à l'envers, et les premières éditions du livre ont été distribuées à titre privé. La deuxième édition présente une pyramide sur laquelle figure l'étoile de David et un X, ce qui est courant dans l'imagerie franc-maçonnique. Ce livre mérite sa propre vidéo, mais j'en parle parce qu'il raconte comment William Morgan a été initié à une confrérie d'élite après avoir été kidnappé. Dans le livre, il s'appelle « I am the man », « Je suis l'homme ». Le protagoniste principal, qui était initialement membre d'une société secrète, sous-entendu les francs-maçons. Il menace de révéler leurs secrets, ce qui conduit à son enlèvement, tout comme l'événement réel de Morgan.
Sauf que cette fois, nous sommes censés apprendre ce qui est réellement arrivé à Morgan. Je vais résumer rapidement l'histoire, mais permettez-moi d'expliquer en quoi il s'agit d'un livre franc-maçon déguisé en roman fantastique. L'auteur, John Uri Lloyd, était un pharmacien et un chimiste qui s'intéressait à l'occultisme et à l'alchimie. On ne sait pas s'il était franc-maçon, mais l'illustrateur du livre, J. Augustus Knapp, était un célèbre illustrateur franc-maçon. Knapp est surtout connu pour ses peintures ésotériques présentées dans The Secret Teaching of All Ages de Manly P. Hall. Il est intéressant de noter que Knapp était lui-même un théosophe et un franc-maçon honoraire du 33e degré du rite écossais. Ces illustrations pour Etty Dorpa sont insensées et rendent l'histoire encore plus intrigante. Ce seul fait associe profondément le livre à la franc-maçonnerie, mais l'histoire elle-même est remplie de symbolisme franc-maçon. L'histoire est racontée comme une histoire et non comme une fantaisie, et le titre complet du livre est en fait Etty Dorpa ou La fin du monde, l'étrange histoire d'un être mystérieux et le récit d'un voyage remarquable. L'auteur reçoit un manuscrit d'un homme nommé Drury, qui est le personnage principal de l'histoire. Drury a reçu ce manuscrit d'un homme mystérieux appelé « Je suis l'homme » ou « Je suis l'homme qui l'a fait ». Ce type apparaît de nulle part, un peu comme un fantôme, mais ce n'est pas un fantôme, juste un vieil homme étrange avec des pouvoirs surhumains. Il conclut un accord selon lequel le vieil homme doit raconter à Drury ce qui lui est arrivé et qui est décrit en détail dans ce manuscrit. Drury est ensuite censé le garder scellé pendant 30 ans avant de le publier. Finalement, le vieil homme, je suis l'homme, commence à lui raconter cette histoire insensée. Mais attention, ce vieil homme est William Morgan. Il s'agit exactement de la même histoire que l'événement historique, mais nous obtenons plus de détails et découvrons ce qui lui arrive après sa disparition. Ainsi, I Am the Man, alias William Morgan, commence son récit en expliquant comment il s'est senti insatisfait des connaissances conventionnelles et a voulu approfondir sa compréhension de l'occultisme et de l'alchimie. Au fil de ses études, il découvre l'existence d'une confrérie d'adeptes, une fraternité secrète d'alchimistes comprenant des politiciens, des ecclésiastiques, des avocats et des scientifiques qui étudient secrètement les connaissances occultes les plus profondes. Il est même mentionné qu'ils cachent spécifiquement leur affiliation pour préserver leur réputation professionnelle. C'est fou, non ? William reçoit alors d'un membre inconnu une lettre contenant des instructions sur la manière de rejoindre la société secrète. La lettre précise que cette confrérie existe depuis des temps anciens et qu'elle est à la recherche d'un état de conscience avancé. Inspiré par la lettre, William rejoint la société secrète, ou la secte, en acceptant ses engagements. William rejoint l'ordre secret et décide immédiatement de révéler leur secret au public, pensant que cela profiterait à l'humanité. Il rédige un compte-rendu détaillé de tout ce qu'il a appris dans un document qu'il a l'intention de publier sous le titre « Ma confession ». La société secrète l'apprend donc et lui conseille de ne pas le faire. Pourtant, William s'entête et persiste dans son projet de publier le manuscrit. Comme dans l'histoire réelle de William Morgan, il est alors arrêté pour dette et on tente même de détruire son manuscrit par un incendie criminel. William est emprisonné puis kidnappé exactement la même année que l'événement réel de Morgan. La seule différence est qu'il s'est produit le 12 août 1826 au lieu du 12 septembre. La référence est donc évidente. Mais nous découvrons ce qui lui est arrivé après son enlèvement. Apparemment, sa punition pour avoir voulu révéler les secrets de la confrérie est une vie prolongée et un état de conscience entre la vie et la mort. Il est emmené dans un endroit isolé où il est forcé d'entreprendre un voyage insensé comme une forme de punition, mais aussi pour être éclairé. Le livre utilise le chiffre 7 de manière symbolique à plusieurs reprises. Drury rencontre William le 7, et après que William ait été emmené dans cet endroit isolé, 7 hommes cagoulés l'entourent. À l'aide de produits chimiques, il modifie alchimiquement son apparence. William était un jeune homme, mais à l'aide de produits chimiques et de vapeurs, ils finissent par lui donner l'apparence d'un vieil homme afin que personne ne le reconnaisse plus. Ils lui donnent une chance d'essayer de convaincre les gens qu'il est William, comme le geôlier. Mais personne ne le croit et pense qu'il est fou. J'ai trouvé cela assez fou car c'est la première fois que l'on découvre que cette confrérie possède des connaissances et des techniques inconnues du commun des mortels,
comme la modification radicale de l'apparence d'une personne. William abandonne donc son ancienne vie et poursuit son voyage ou sa punition avec son nouveau guide. Il est emmené dans le Kentucky, où on lui présente un humanoïde d'apparence extraterrestre très bizarre, l'homme qui ne voit pas. Cet être le guide jusqu'au centre de la Terre, en passant par une rivière souterraine quelque part dans le Kentucky, ce qui pourrait être basé sur une certaine forme de vérité, puisqu'il y a de nombreuses grottes à cet endroit. C'est là que l'on aborde la théorie de la Terre creuse. Je trouve cet aspect très intéressant car il ne semble pas s'agir d'une simple fantaisie. Tout au long de cette section, il s'agit de réfuter la compréhension par la science moderne des lois qui régissent la surface et qui sont différentes dans ce monde souterrain. Mais c'est bien plus qu'un simple roman du type « Voyage au centre de la Terre ». En fait, l'auteur s'est inspiré de Vril, The Power of the Coming Race, qui décrit en détail une civilisation avancée qui vit sous terre et qui a développé des pouvoirs spirituels tels que la télépathie et la guérison. Dans Et dort pas, c'est la même chose. Il voyage plus loin sous terre et nous découvrons que l'air est vivifiant et qu'il n'est plus nécessaire de respirer, de manger et de dormir. Je ne m'étendrai pas trop sur le reste du livre et vous pourrez le consulter vous-même. Mais la raison pour laquelle j'en parle est double. Premièrement, il est littéralement basé sur l'événement Morgan. Deuxièmement, il implique une confrérie d'adeptes voyageant à travers ce qui est essentiellement la grotte de Zoroastre. Dans ce cas, un monde souterrain. Cela pourrait être une symbolique du développement de pouvoirs occultes, mais il pourrait aussi y avoir une vérité littérale. Dans le livre, il s'agit d'une confrérie d'alchimistes, mais il est évident qu'il s'agit de William Morgan. Vers la fin, lorsque William est sur le point de faire un saut au centre de la Terre, il est presque prêt à abandonner. Mais le guide aveugle dit alors « Hiram Abif », référence flagrante au rituel franc-maçon, ce qui le pousse à continuer. Le meurtre d'Hiram Abif est même mentionné dans le véritable exposé de William Morgan comme faisant partie des degrés inférieurs. Il n'est donc pas exagéré de dire que ce livre est une allégorie franc-maçonnique. Plus étonnant encore, la fin du livre donne des instructions pour enlever une page, ce qui signifie qu'il est volontairement incomplet. Cela pourrait expliquer pourquoi la première édition a fait l'objet d'un échange privé. Il aurait pu s'agir de la version complète. Bien sûr, beaucoup d'entre vous diront « Ah, ce n'est que de la fantaisie ». Mais il y a peut-être quelque chose de plus dans ces idées. Il y a peut-être du vrai dans ce concept d'Agartha ou de civilisation spirituelle avancée souterraine. C'est un mythe répandu dans de nombreuses cultures différentes. Mais la raison la plus importante pour laquelle je soulève cette question est que le livre révèle essentiellement que les politiciens et les acteurs les plus importants de la société sont impliqués dans une confrérie occulte, gardée secrète par des serments. Leur amour pour Aphrodite, la poursuite de la sagesse occulte dont la rose est le symbole d'Aphrodite. Dans la franc-maçonnerie, la rose est un symbole sacré en rapport avec les réunions secrètes. Le tout est gardé, entre guillemets, sous terre, ce qui pourrait être une allégorie. Mais réfléchissez bien, à quoi servent vraiment tous ces tunnels souterrains dans toutes les grandes villes des États-Unis? C'est juste des tunnels de prohibition? Ou bien l'idée que des adeptes se réunissent sous terre et recherchent des pouvoirs occultes est-elle vraie? Il révèle essentiellement que les élites, en particulier durant cette première période de la vie politique aux États-Unis et en Europe, étaient fascinées et profondément impliquées dans l'occultisme et l'alchimie. Ce seul fait devrait éveiller les soupçons. Peut-être ont-ils développé des pouvoirs occultes qui dépassent notre entendement, ce qui est le résultat final d'Et dort pas. Après le voyage dans la grotte de Zoroastre, vous développez essentiellement des capacités surhumaines telles que l'allongement de la durée de vie, la télépathie et la capacité de se projeter consciemment dans l'astral. C'est fou à penser, mais quand on relit les points, on se demande à quel point ce fantasme peut être ancré dans la réalité. Le système du second parti, les know-nothing et l'occultisme. Ainsi, après les années 1830, le parti anti-maçonnique, autrefois une force puissante dans la politique américaine, a commencé à s'effondrer. On nous dit que leur objectif unique d'opposition à la franc-maçonnerie s'est avéré insuffisant pour soutenir un mouvement national, ou peut-être leur objectif était-il atteint?
Comme nous l'avons mentionné, de nombreux dirigeants du parti anti-maçonnique ont migré vers le parti Whig, qui est devenu la prochaine plateforme à défier les démocrates d'Andrew Jackson. Le système du second parti opposait les démocrates aux Whigs. Les démocrates, dirigés par Andrew Jackson, défendent l'homme de la rue, s'opposent à la création d'une banque nationale, sont favorables à l'expansion vers l'Ouest et soutiennent les droits des États. Ils séduisent les fermiers, les ouvriers et les colons des régions frontalières. Les Whigs, quant à eux, sont favorables à une banque nationale, à un financement fédéral, des améliorations internes et à un tarif protecteur. Ils ont trouvé un soutien parmi les chefs d'entreprise, les banquiers et les partisans d'un gouvernement fédéral plus fort. Cependant, n'oublions pas que ces deux partis ont été fortement influencés, voire contrôlés, par les francs-maçons. Andrew Jackson était un franc-maçon de haut degré et utilisait fréquemment des symboles et des références maçonniques dans ses campagnes. Sa tristement célèbre guerre des banques contre la deuxième banque des États-Unis peut être considérée comme un conflit entre factions maçonniques. La banque elle-même était souvent perçue comme une institution maçonnique. Du côté des Whigs, même s'ils sont censés s'opposer à Jackson, ils comptent également dans leur rang de nombreux francs-maçons de premier plan. Henry Clay, le principal leader Whig, était le grand maître du Kentucky. William Henry Harrison, le premier président Whig, était également franc-maçon. Alors comment peut-on vraiment croire que ces personnes se battaient entre elles alors qu'elles faisaient partie de la même confrérie ? Une chose très étrange, mais aussi révélatrice dans l'histoire de la politique américaine, est le parti Know Nothing, littéralement « les je ne sais rien ». D'accord, mais quel genre de nom est-ce pour un parti ? La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de ce parti, et s'ils en ont entendu parler, notamment aux États-Unis, c'est surtout pour ses sentiments anti-immigrés. Plus tard, ils sont devenus le Parti américain et croyaient en une conspiration catholique visant à subvertir la liberté civile et religieuse aux États-Unis. Mais pour moi, le plus étrange est que les membres du parti devaient appartenir à l'ordre secret de la bannière étoilée, qui a été créé à New York, et peu après, des loges se sont formées dans presque toutes les autres grandes villes américaines. Il s'agissait donc d'une sorte de ramification de la franc-maçonnerie, et, chose encore plus étrange, les membres, lorsqu'on les interrogeait sur leur organisation nativiste, étaient censés répondre qu'ils ne savaient rien, d'où le nom. Pour rejoindre l'ordre, un homme devait être âgé d'au moins 21 ans, être protestant et être prêt à obéir aux diktats de l'ordre sans poser de questions. Ok ? Même dans l'histoire générale, nous avons un ordre secret qui force ses membres et les candidats politiques à suivre la volonté de la confrérie. C'est littéralement créer des marionnettes. Et ils ne savent rien, entre guillemets. Ce qui signifie qu'ils doivent garder ces choses secrètes. Donc ça ne peut pas être plus clair. C'est comme s'ils n'essayaient même pas de cacher le fait qu'une société secrète tirait les ficelles d'un mouvement politique majeur. Tout cela est inscrit noir sur blanc dans les livres d'histoire. On se demande vraiment si c'est ce qu'ils faisaient ouvertement. Que se passait-il d'autre dans les coulisses ? L'un des aspects les plus fascinants de cette époque est sans doute l'intérêt croissant des personnalités politiques pour le spiritisme et les pratiques occultes. Cette tendance est souvent négligée dans les récits historiques classiques. William Henry Harrison, le premier président Whig, était connu pour son intérêt pour les questions ésotériques. Son discours inaugural le plus long de l'histoire était rempli de références classiques et de ce que certains interprètent comme des références maçonniques. Sa mort soudaine, après seulement 31 jours de mandat, a suscité des rumeurs de malédiction maçonnique. Cette malédiction maçonnique affectait ceux qui trahissaient les secrets ou travaillaient contre les intérêts maçonniques, et ils subissaient un châtiment surnaturel. Dans le cas de Harrison, certains ont émis l'hypothèse que sa courte présidence était due à la colère des forces maçonniques. Mais c'est sous les administrations de Pierce et de Buchanan que le spiritisme s'est véritablement implanté à Washington. Franklin Pierce, endeuillé par la perte de son fils, participe à des séances de spiritisme à la Maison-Blanche. Sa femme, Jane Pierce, était connue pour consulter régulièrement des médiums cherchant à communiquer avec leur enfant décédé. James Buchanan, bien que n'étant pas lui-même spirit, était entouré de personnes qui l'étaient. Sa nièce et première dame de facto, Harriet Lane, était fascinée par le mouvement.
À cette époque, la Maison-Blanche devient une plaque tournante pour les médiums et les séances de spiritisme, auxquelles participent fréquemment les hommes politiques et leurs épouses. Même Abraham Lincoln a assisté à des séances de spiritisme à la demande de sa femme Mary Todd Lincoln. Elle s'est profondément impliquée dans le spiritisme après la mort de leur fils Willie, invitant souvent des médiums à la Maison-Blanche pour animer des séances de spiritisme. En fait, William Seward, secrétaire d'État de Lincoln, a demandé au Congrès, au nom des spirites, de financer la recherche sur la communication avec les esprits. L'essor du spiritisme en Amérique remonte aux sœurs Fox en 1848. Kate et Margaret Fox prétendaient pouvoir communiquer avec les esprits par une série de coups. Leurs démonstrations ont frappé l'imagination du public et déclenché le mouvement spirit. Le président Millard Fillmore, intrigué par ces affirmations, invita les sœurs Fox à la Maison-Blanche en 1852 pour une démonstration de leurs prétendues capacités. Alors si le discours dominant laisse entendre que les sœurs Fox n'étaient que de simples manipulatrices qui ont trompé des gens crédules, y compris des hommes politiques puissants, eh bien cette explication simpliste ne rend peut-être pas compte de toute la complexité de la situation. Est-il plausible que certains des hommes les plus influents de la politique américaine aient été si facilement bernés? Peut-être l'histoire des sœurs Fox sert-elle de couverture pratique aux intérêts occultes plus profonds de l'élite politique. Le fait que les sœurs aient fini par avouer leur fraude a conduit de nombreuses personnes à considérer l'ensemble du mouvement spiritualiste comme un canular. Toutefois, cela ne tient pas compte d'un fait essentiel. Des rituels occultes et des séances de spiritisme ont bel et bien été organisés à plusieurs reprises à la Maison-Blanche, quelle que soit leur efficacité. L'important n'est pas de savoir si ces pratiques étaient réelles, mais plutôt de savoir que les dirigeants de la nation s'engageaient activement dans des tentatives de communication avec les esprits. Cela correspond étrangement à l'un des prétendus secrets de la franc-maçonnerie, la capacité de converser avec les anges et les êtres supérieurs pour obtenir des conseils. Le récit public des premières dames en deuil essayant d'entrer en contact avec des enfants décédés pourrait-il être un écran de fumée pour des pratiques plus ésotériques? Il convient de considérer qu'un intérêt soudain pour les séances de spiritisme semble peu probable sans une familiarité préalable avec les concepts occultes. D'ailleurs, le moment de la montée du mouvement spiritualiste coïncide avec le besoin de la franc-maçonnerie de reconstruire son image publique après la période anti-maçonnique. Le mouvement spirit aurait-il été un moyen de normaliser certaines idées occultes ou de les percevoir comme un simple tour de passe-passe dans la conscience publique, rendant les pratiques occultes maçonniques moins suspectes d'être réelles? Nous ne pouvons pas prouver définitivement que les sœurs Fox faisaient partie d'une dissimulation plus large, mais leur histoire fournit certainement un récit commode qui détourne l'attention du fait indéniable que des pratiques occultes se produisaient effectivement au plus haut niveau du gouvernement, enracinées dans des traditions et des croyances qui ont longtemps précédé le mouvement spirit. La franc-maçonnerie a joué un rôle important dans l'expansion de la nation vers l'Ouest. Le concept de destinée manifeste, défendu par les démocrates, résonnait avec les idées maçonniques de diffusion de la lumière et de la civilisation. James K. Polk, un autre président maçonnique, a supervisé les gains territoriaux massifs de la guerre américano-mexicaine. Au cours de ce conflit, les loges militaires se sont multipliées au sein des troupes américaines. Ces loges servent non seulement de lieu de sociabilité pour les soldats, mais aussi de moyen de diffusion de l'influence maçonnique dans les territoires nouvellement acquis. Certains historiens affirment que cette présence maçonnique a joué un rôle dans l'intégration rapide de ces régions aux États-Unis. La ruée vers l'or de la Californie, en 1849, a permis aux loges maçonniques de se répandre davantage vers l'ouest. De nombreuses nouvelles colonies ont établi des loges très tôt, souvent avant d'autres institutions civiques. Pourquoi la franc-maçonnerie a-t-elle joué un rôle si important dans l'établissement de l'ordre dans les sociétés frontalières? Alors que la maçonnerie et les intérêts occultes gagnent du terrain dans certains cercles, ils se heurtent à l'opposition d'une autre force puissante, le second grand réveil, Second Great Awakening. Ce mouvement de renouveau religieux qui met l'accent sur le salut personnel et la réforme morale entre souvent en conflit avec les idéaux maçonniques. Cela a créé un conflit spirituel dans la psyché américaine. D'un côté, il y avait l'attrait de la sagesse ancienne et des connaissances secrètes offertes par la maçonnerie et le spiritisme, et de l'autre, l'attrait émotionnel du christianisme évangélique
qui appelle à la pureté morale et au rejet des pratiques secrètes. Certains hommes politiques ont su naviguer entre les deux en conservant une image publique de chrétiens tout en explorant en privé des pratiques ésotériques. Cette double vie deviendra un thème récurrent de la politique américaine, les professions de foi publique masquant souvent un engagement plus profond dans des organisations secrètes. Le système du second parti a jeté les bases d'une grande partie de ce que nous voyons dans la politique américaine moderne. Les courants maçonniques et occultes sous-jacents de cette période ont établi des modèles d'influence cachés qui ont perduré longtemps après la disparition du parti Whig. Au cours des années 1850, le parti Whig commence à se diviser sur la question de l'esclavage. Cette division, associée à la montée du nativisme et à la controverse sur la loi Kansas-Nebraska, a conduit à l'effondrement du parti. De ses cendres naît le Parti républicain en 1854 qui absorbe de nombreux anciens Whigs, des membres du Parti du sol libre et des démocrates anti-esclavagistes. Le passage des Whigs aux républicains n'a cependant pas diminué l'influence de la franc-maçonnerie dans la politique. De nombreux républicains éminents de la première heure étaient francs-maçons, perpétuant ainsi la tradition de l'implication maçonnique dans la gouvernance américaine. Par exemple, Abraham Lincoln, bien que n'étant pas lui-même franc-maçon, était entouré d'influences maçonniques. Son vice-président, Andrew Johnson, était franc-maçon, tout comme plusieurs membres de son cabinet. James Garfield, 20e président et républicain, était maître maçon et membre de la Magnolia Lodge, numéro 20 à Columbus, dans l'Ohio. William McKinley, le 25e président, était également un franc-maçon convaincu, ayant reçu ses degrés à la Hiram Lodge, numéro 21 de Winchester, en Virginie. Theodore Roosevelt, le 26e président, était membre de la Matincock Lodge, numéro 806 à Oyster Bay, à New York. Ce ne sont là que quelques exemples de la présence maçonnique continue au sein du Parti républicain. Le passage des Whigs aux républicains n'a pas représenté une rupture avec l'influence maçonnique, mais plutôt une continuation de celle-ci sous une nouvelle bannière politique. Évolution vers la politique moderne. Le système du second parti s'est effondré après la loi Kansas-Nebraska de 1854. Cette loi abrogeait en effet le compromis du Missouri de 1820, permettant aux nouveaux États de décider eux-mêmes d'autoriser ou non l'esclavage. Cette décision a bouleversé les Whigs car elle a rouvert la question de l'expansion de l'esclavage que le parti avait eu du mal à gérer. Le parti Whig, incapable de maintenir une position unifiée sur l'esclavage, commence à se désintégrer. Contrairement à certaines idées fausses modernes, le premier parti républicain était fermement opposé à l'esclavage. Abraham Lincoln, le premier président américain élu en 1860, a fait campagne sur un programme visant à stopper l'expansion de l'esclavage, ce qui a finalement conduit à son abolition. Les républicains de cette époque considéraient l'esclavage comme moralement répréhensible et économiquement rétrograde. D'un autre côté, le parti démocrate de l'époque, en particulier son aile sudiste, soutenait fermement le maintien et l'expansion de l'esclavage. Bien qu'ils se présentent comme les champions du commun des mortels, les démocrates défendent l'institution de l'esclavage, arguant qu'elle est essentielle à l'économie et à l'ordre social du Sud. Cette position a conduit à l'éclatement du parti et à la cession des États du Sud après l'élection de Lincoln. Il est intéressant de noter que même au sein du mouvement abolitionniste, la franc-maçonnerie était très présente. Frederick Douglass, l'un des plus éminents abolitionnistes, était un franc-maçon de Prince Hall. La guerre civile, souvent dépeinte comme une bataille entre frères, prend une nouvelle dimension lorsqu'elle est vue sous l'angle de la franc-maçonnerie. Les forces de l'Union et les forces confédérées comptaient des francs-maçons de haut grade parmi leurs officiers et leurs politiciens. Le général de l'Union, George B. McClellan, et le général confédéré Albert Pike, par exemple, étaient tous deux d'éminents francs-maçons. Ce lien fraternel au-delà des lignes ennemies soulève d'intrigantes questions. La guerre de sécession a-t-elle été une mise en scène destinée à ouvrir une nouvelle ère? Où sont les preuves photographiques de cet événement? Bien que la photographie ait été bien développée dans les années 1860, il y a une absence curieuse de photographies de batailles réelles de la guerre civile. Nous disposons de nombreuses photos de campements et de scènes posées, mais les photos de combats réels sont inexistantes. L'explication habituelle des problèmes d'exposition semble inadéquate, compte tenu de la technologie disponible à l'époque. Les images manipulées sont encore plus surprenantes. La célèbre photographie du général Grant à City Point, par exemple, est une image composite. Plus étonnant encore, le portrait emblématique d'Abraham Lincoln
a été créé en superposant sa tête au corps de John C. Calhoun. Le portrait original de Calhoun présente notamment un sol en damier et un globe, motif courant dans le symbolisme franc-maçon. Les soldats morts dans certains portraits les plus célèbres de la guerre sont peut-être les plus troublants. Il s'agit souvent d'hommes vivants à qui l'on a demandé de poser comme des cadavres, créant ainsi une représentation théâtrale de la guerre plutôt que de documenter ces véritables horreurs. Bien qu'il soit généralement admis aujourd'hui que Lincoln n'était pas franc-maçon, la persistance de cette discussion dans les cercles maçonniques mérite d'être soulignée. Un article entier débattant du statut maçonnique de Lincoln a été publié dans la littérature maçonnique. Il existe une photo de Lincoln en tenue maçonnique, conservée dans la bibliothèque du musée de la Grande Loge, mais on dit qu'il s'agit d'un faux. Mais cela soulève quelques questions. Pourquoi les francs-maçons s'engageraient-ils dans un tel débat si cette affirmation n'était pas fondée? Si Lincoln n'était définitivement pas un franc-maçon, pourquoi une fausse photo a-t-elle existé dans les archives maçonniques officielles? Serait-ce une tentative délibérée d'occulter la véritable relation de Lincoln avec la franc-maçonnerie? Il convient de noter que Lincoln était entouré de francs-maçons, y compris son vice-président. Peu avant son assassinat, il aurait d'ailleurs exprimé le souhait de rejoindre la confrérie. Alors pourquoi les francs-maçons se disputeraient-ils à ce sujet? S'agit-il d'une décision calculée visant à éloigner l'un des présidents les plus vénérés des États-Unis d'une organisation qui a connu des périodes de controverses et de suspicion? Compte tenu de l'influence des francs-maçons dans la politique de l'époque, il est plausible qu'il y ait des raisons de revendiquer ou de nier l'affiliation de Lincoln en fonction du climat politique. John Wilkes Booth était-il franc-maçon? À cette époque-là, ils étaient déjà conscients du fait qu'il est suspect que tout le monde soit franc-maçon. Cependant, il existe une photo célèbre de Booth avec la main dans sa veste, ce qui est un geste franc-maçon. Et rappelez-vous, Lincoln a été assassiné dans un théâtre, une pièce mise en scène. Et le frère de John Wilkes Booth, Edwin Thomas Booth, était franc-maçon et a pris exactement la même photo avec la main dans la veste. John Wilkes Booth n'était pas seulement un acteur devenu assassin, il était membre des Chevaliers du Cercle d'Or, les Knights of the Golden Circle, une société secrète issue de la franc-maçonnerie en 1854. Ces hommes voulaient littéralement créer un tout nouveau pays appelé le Cercle d'Or. C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Les personnes qui se moquent de l'idée que les francs-maçons contrôlent tout ou qui considèrent les Illuminati comme une simple théorie du complot n'ont pas une vue d'ensemble de la situation. Il existe tout un réseau de sociétés secrètes, toutes issues de la même racine, comme les Templiers, mais chacune avec son propre agenda. Le Knights of Golden Circle, ou KGC, n'était pas un simple groupe marginal. On parle ici de membres du cabinet du président Buchanan, comme le secrétaire à la guerre et le secrétaire au trésor. Et même le vice-président John Breckinridge était dans le coup. Ces types prévoyaient de kidnapper Lincoln avant qu'il ne prenne ses fonctions et d'installer leur propre président. Ce qui montre bien le lien entre les sociétés secrètes et les assassinats. Le CGK a emprunté des symboles maçonniques et avait des liens avec le rite écossais. Mais pour une raison quelconque, cette histoire n'est pas enseignée dans les écoles. À cette époque, les hommes politiques étaient impliqués dans d'autres sociétés secrètes que la franc-maçonnerie. L'ordre indépendant des Odd Fellows, ou IOOF, a compté plusieurs membres parmi les présidents, dont Ulysses S. Grant, Rutherford B. Hayes et William McKinley. Les Odd Fellows sont suspects en raison de leur vaste réseau d'orphelinats à travers les États-Unis. Il est intéressant de noter que leur symbolisme incorpore souvent des éléments associés à l'occultisme, tels que l'œil qui voit tout et la tête de mort. Et pour en savoir plus sur cette société secrète, on vous conseille de regarder la vidéo Tartaria expliquée partie 9, qui traite des Odd Fellows et de leur lien avec les soi-disant orphelins d'Amérique. L'Improved Order of Red Men, ce qui veut donc dire ordre amélioré des hommes rouges, mais qui malgré son nom a paradoxalement exclu les Amérindiens jusque dans les années 1970. Il comptait parmi ses membres les présidents Warren G. Harding et Franklin D. Roosevelt, ce dernier étant également franc-maçon. Il est intéressant de noter que le franc-maçon Henry A. Wallace, vice-président de Franklin D. Roosevelt, s'intéressait beaucoup au mysticisme et à l'occultisme. Il s'intéressait à la théosophie, à l'astrologie et à la spiritualité amérindienne. Wallace est celui qui a suggéré d'utiliser le symbole de l'œil et de la pyramide sur le sceau de la monnaie américaine, estimant qu'il représentait un New Deal des temps modernes. The Knights of Pythias,
ou les chevaliers de Pythias, comptaient William McKinley et William Jennings Bryan parmi leurs membres. Il est à noter que McKinley était simultanément membre des Odd Fellows, des chevaliers de Pythias et des francs-maçons, mettant en évidence l'imbrication de ces sociétés. L'ordre de l'Étoile d'Orient, souvent décrit comme une organisation maçonnique adjacente pour les femmes, utilise un pentagramme inversé comme symbole, similaire au satanisme. Fondé par un éminent franc-maçon, Rob Morris, en 1850, cet ordre a exercé son influence jusqu'aux plus hautes sphères de la société et de la politique américaine. Parmi les membres notables, on peut citer Eleanor Roosevelt, Clara Barton, fondatrice de la Croix-Rouge américaine, Bess Truman, Rosa Parks, Edith Wilson, Martha Washington et Mamie Eisenhower. Y a-t-il une raison pour que tant de premières dames et d'éminents leaders des droits civiques aient été associés à cette franc-maçonnerie féminine? Cela semble étrange. Abraham Lincoln n'est peut-être pas accepté comme franc-maçon aujourd'hui, mais il a demandé à devenir membre de la Tyrian Lodge à Springfield. Il existe d'ailleurs une peinture de Lincoln intitulée « Writing the Proclamation of Freedom », c'est-à-dire « Rédaction de la proclamation de liberté ». En arrière-plan de cette œuvre, on peut clairement voir une équerre et un compas maçonnique avec un œil qui voit tout. L'inclusion d'un symbolisme maçonnique de premier plan dans une peinture représentant Lincoln à un moment aussi important de l'histoire est frappante. Alors, que doit-on en penser? Après la guerre civile, les chevaliers du Cercle d'Or n'ont pas simplement disparu. De nombreux historiens pensent qu'ils ont évolué pour devenir le Ku Klux Klan. Cette transformation a repris une partie du symbolisme occulte et des pratiques rituelles des chevaliers du Cercle d'Or en les associant à une idéologie raciste. L'utilisation par le KKK de titres élaborés, de mots de passe secrets et de rites d'initiation fait écho à ceux de la franc-maçonnerie et de la KGC. Notamment, plusieurs démocrates importants de l'époque étaient affiliés au KKK, dont le sénateur Robert Byrd de Virginie-Occidentale et le juge de la Cour suprême Hugo Black. La franc-maçonnerie, contrairement à certaines croyances, ne s'est jamais vraiment éteinte. Elle s'est plutôt adaptée, disons. Dans certains cas, elle est devenue plus discrète, tandis que dans d'autres, elle est restée ouvertement influente. À cette époque, les francs-maçons avaient largement réussi à façonner la perception du public de leur ordre. Ils en étaient arrivés à un point où le fait qu'un président ou un haut fonctionnaire soit un franc-maçon ne suscitait plus d'inquiétude. La clé était de maintenir un équilibre, suffisamment de visibilité pour conserver son influence, mais pas trop pour ne pas attirer l'attention. Peu importe que quelques présidents soient des francs-maçons connus, ce qui compte, c'est d'éviter de donner l'impression que tous les détenteurs du pouvoir sont associés à l'ordre. Mais bon, ça contredit ce qu'a dit notre cher ex-président, n'est-ce pas? Mais si l'on croit, comme c'est mon cas dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Ou presque. Cette approche stratégique a permis à la franc-maçonnerie de continuer à exercer son influence dans les coulisses, tout en présentant un visage plus anodin au public. Au fur et à mesure que la politique progresse vers les temps modernes, il y a eu beaucoup plus de politiciens francs-maçons, à la fois chez les démocrates et les républicains. McKinley, Roosevelt, Taft, Harding, Theodore Roosevelt, Truman, Johnson, Ford. Ce chiffre n'inclut pas les nombreux vice-présidents et autres hauts fonctionnaires comme le premier directeur du FBI. Il est à noter que même si la franc-maçonnerie n'est plus aussi populaire qu'elle l'était au début de la politique américaine, elle reste une pierre angulaire du paysage politique. En outre, d'autres groupes tels que les Skulls and Bones et le Bohemian Grove ajoutent à l'étrangeté des politiciens associés à ces fraternités occultes. Comment pouvons-nous croire qu'il existe un véritable processus démocratique lorsqu'une confrérie occulte secrète, intéressée par les rites anciens et les serments secrets, est à l'origine des deux principaux partis aux États-Unis? Bien sûr, vous pouvez dire que la franc-maçonnerie n'est qu'un club social. Vous avez peut-être un membre de votre famille ou un ami qui est franc-maçon et qui ne fait que du bien à la communauté. Encore une fois, il s'agit des degrés de la loge bleue, donc les plus bas grades. Ils ont ouvert les loges à la communauté pour cette perception précise. Il existe des degrés supérieurs qui ne sont pas accessibles au commun des mortels et dont les pratiques sont gardées dans le plus grand secret. Alors, pourquoi l'idée d'un gouvernement de l'ombre ou le concept des Illuminati sont-ils traités avec autant de ridicule? Aujourd'hui, la quasi-totalité des commentateurs politiques et des animateurs de débats ne l'envisagent même pas.
C'est peut-être parce qu'ils ne comprennent pas à quel point l'occultisme est profondément ancré dans la fondation des États-Unis, sans parler de l'influence des entreprises et de l'étranger. Il y a beaucoup d'autres pistes à explorer une fois que l'on a ouvert le concept de l'élite politique liée à l'occultisme. Mais nous nous en tiendrons à l'histoire et éviterons les événements plus récents. Pourtant, je pense que cette idée éclaire ce qui se passe aujourd'hui. On nous donne l'illusion de pouvoir choisir, et peut-être que cela a été fait à dessein. Sur ce, faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires, et tout ce que nous pouvons espérer, c'est que nos esprits puissent enfin être dévoilés. Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité ?